voici de nouveau en face caméra. J'espère que la vidéo podcast lecture d'une histoire vous a plu, vous a détendu et que vous avez comme moi hâte de connaître la suite. Aujourd'hui, je vais m'accompagner du trigger que vous avez vu sur la miniature. Il s'agit d'un petit carnet. En forme de tablette de chocolat qui a déjà été mangé. Et cette tablette sent bien le chocolat. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier de tous vos commentaires, de vos abonnements, de vos likes. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Suite à mon post dans la communauté, j'ai décidé de prochainement ouvrir un serveur Discord pour qu'on puisse échanger tous ensemble, discuter, partager des photos, des ASMR artistes ou des recettes de cuisine, des bons plans, parler cinéma, musique, enfin bon, tout ce que vous voulez, dans le respect et la bienveillance. Donc voilà, je l'ai ouvert. Il faut que je regarde encore un petit peu comment ça fonctionne et dès que c'est bon, je vous donnerai le lien dans les barres de description de chaque vidéo. Ensuite, deuxième point, donc ce soir minuit, le sondage pour connaître le nom de la rubrique dont je vous avais parlé sera clôturé. Et dès demain matin, je pense que je mettrai un post dans l'onglet communauté pour que ça y est, vous puissiez laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez envie que je lise pour vous, par vous, pour quelqu'un d'autre, voilà. Ça, je crois que c'est vraiment mon trigger préféré.
très dommage parce que je le vois très peu sur YouTube. Donc voilà, je vous mettrai demain le post pour que ça y est, on puisse commencer cette aventure. Je pense que je vais le laisser et du coup faire la vidéo, je pense, d'ici 10 jours comme ça. Ceux qui ne connaissent pas ou qui viennent de débarquer ou qui ont besoin aussi de réfléchir. Après, bon, c'est pas une seule vidéo que je ferai, c'est une vidéo ou deux par mois. Donc, si vous avez d'autres choses, etc., voilà, j'aurai une dynamique comme ça de faire le post. Vous laissez 10 jours pour réfléchir et écrire dans les commentaires, etc. Et je ferai les vidéos et je referai un post pour la prochaine vidéo et ainsi de suite. Donc voilà, quoi d'autre? Oui, je sais plus si je l'ai dit, j'ai changé la lumière de derrière. Je trouve que c'est un peu plus lumineux. C'est pas mal. Moi j'aime bien, on se croirait vraiment avec mon canapé blanc et mes coussins, etc. blancs, ça fait vraiment très nuage. Voilà, quoi d'autre? Oui, pour en revenir aux futures vidéos sur les nuages de mots chuchotés, parce que je crois que ça va être ça le titre. C'est ouvert à tous, ce n'est pas uniquement aux abonnés. Sentez-vous libre complètement de vous abonner à ma chaîne ou pas, toujours. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et donc si vous passez par là, que vous avez envie d'entendre d'entendre vos mots chuchotés par moi, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Et si vous êtes juste de passage et si vous êtes abonné depuis longtemps ou récemment, peu importe, c'est ouvert à tous, c'est gratuit et c'est avec vraiment de bon cœur que je fais tout ça. Bon, je vais commencer la vidéo parce qu'elle va être longue. Le dossier du jour est le vide. Bon, c'est comme le donuts, je vais poser ceci parce que ça m'écœure. Ça sent très bon, mais c'est chimique et moi ça je m'en fiche, mais c'est fort. J'ai une idée, du coup je vais prendre une serviette.
du livre de Frank Close, traduit de l'anglais par Yves Saquin, qui nous rappelle les débats philosophiques de l'Antiquité à la Renaissance autour de la notion de vide. Ce dossier nous entraîne dans ce que la physique moderne a de plus étrange, le contenu du vide. Le rien a-t-il une existence, alors que la physique a admis l'existence du vide? La physique remet cette idée en cause. Il existe des champs électriques, magnétiques, gravitationnels dans le vide. Peut-on alors encore parler de vide? Le vide fait débat. Mieux, le vide quantique fourmille de paires de particules virtuelles, si bien que certains pensent que notre univers n'est qu'une fluctuation du vide. Entre la science la plus moderne et les extrapolations philosophiques se tissent de nouveaux dialogues passionnants. La création du CERN en 1954 a permis d'améliorer les connaissances en physique, notamment en physique des particules. Le vide reste cependant sujet à débat. De la question du vide dans l'atome à la notion d'inflation en passant par la théorie de l'espace-temps, découvrez dans ce dossier tous les secrets du vide. Alors, place au vide. J'espère que vous n'avez pas le vertige. N'ayez pas peur, la détente sera votre sas de sécurité. Le CERN, le vide et la physique des particules. L'acronyme CERN signifie Conseil européen pour la recherche nucléaire. Lorsque le CERN fut créé en 1954, le noyau atomique marquait les frontières de la connaissance en physique et le mot nucléaire était donc bien à sa place dans le nom du CERN. Aujourd'hui, l'objectif de la recherche a progressé au plus profond des noyaux jusqu'aux quarks qui donnent naissance aux protons et neutrons du noyau atomique et à de nombreuses autres particules éphémères. En reconnaissance de sa vocation, le laboratoire est maintenant désigné comme le Laboratoire européen pour la physique des particules. C'est aussi un peu plus rassurant pour ceux qui assimilent nucléaire à dangereux. Visite au CERN. Lorsqu'on arrive au CERN par la route qui vient de Genève, on trouve les bureaux du laboratoire d'un côté, tandis que les gens situés en face ont vu de se dresser un bizarre édifice sphérique d'environ 20 mètres de haut et de couleur marron, qui au premier abord a un air de réacteur nucléaire. De loin, cela ressemble à quelques bâtiments désaffectés, tout rouillés, mais à y voir de près, on constate qu'il est en bois et est appelé le globe. Le globe avait été conçu comme bâtiment pour une exposition dans une autre ville de Suisse. À la fin de la manifestation, la question se posa de ce qu'on allait en faire. À la suite de quoi, plutôt que de le détruire, le globe fut offert au CERN pour abriter un centre d'exposition sur ses activités. À cheval donné, on ne regarde point la denture. Aussi, la direction du CERN accepta l'offre, sans même avoir une vision claire des millions de francs suisses que lui coûterait une telle exposition permanente. Un scientifique suggéra de tirer parti de ce casse-tête. Le globe serait une sphère contenant rien,
sorte que, comme les scientifiques du CERN sont des spécialistes de l'atome, le globe deviendrait tout vide lui-même, une métaphore de l'atome. Et même mieux, pour quelques francs suisses, on pourrait suspendre une petite bille d'1 millimètre de diamètre au centre du globe, permettant ainsi aux visiteurs de constater par eux le vide de l'atome. La bille représente le noyau, les murs, les limites extérieures de l'atome. Pour quelques francs de plus, les faisceaux laser pourraient jouer sur les parois, illustrant les va-et-vient des électrons. On ferait payer un ticket d'entrée aux visiteurs, et les philosophes postmodernes en auraient pour leur compte. Cette idée ne fut pas retenue, et l'on évita ainsi de faire payer au public l'entrée dans une œuvre d'art donnant l'illusion d'une confrontation avec le vide intérieur de l'atome. À la place, des expositions temporaires plus ou moins en relation avec les activités du CERN sont abritées dans cette chose qui dépare le paysage. Mais supposons que dans cette idée pour le moins originale ait été retenue et que vous ayez traversé toute l'Europe dans le but d'être confronté au mystère de l'intérieur de l'atome, payez votre ticket d'entrée et, une fois entré dans cette sphère en bois, que vous ne trouviez que du vide, demanderiez-vous à être remboursé ou auriez-vous le sentiment d'avoir abordé une vérité profonde? La question du vide dans l'atome. Les atomes vus comme d'immenses vides, cela peut être vrai du point de vue des particules qui les composent, mais ce n'est qu'un point de vue. Leur volume intérieur est rempli de champs de force électrique et magnétique, si puissants qu'ils vous bloqueraient tout de suite si vous essayiez d'y entrer. Ce sont ces forces qui assurent la solidité de la matière, quand bien même les atomes semblent pleins de vide. Alors que vous lisez ces lignes, assis, vous êtes suspendu à une épaisseur d'atomes au-dessus des atomes de votre chaise, grâce à ces forces. L'atome est loin d'être vide. Le noyau est la source de puissants champs électriques qui baignent cet espace par ailleurs vide. À l'intérieur de l'atome, la découverte date de 1906. Ernest Rutherford avait remarqué que lorsqu'un faisceau de particules alpha chargées positivement traverserait de fines feuilles de mica, on observait une image floue sur une plaque photographique, ce qui suggérait que les particules étaient diffusées par le mica et déviées de leur ligne de vol. C'était une surprise, car les particules alpha allaient à 15 000 km par seconde, soit une vingtième de la vitesse de la lumière, et avaient une énorme énergie rapportée à leur taille. De puissants champs électriques ou magnétiques pouvaient les dévier légèrement, mais n'étaient rien en comparaison avec ce que produisait ce passage dans quelques micromètres, millionièmes de mètres de mica. Rutherford calcula que les champs électriques à l'intérieur du mica devaient être extraordinairement puissants en comparaison avec ce qui était alors connu. Dans l'air, des champs de cette intensité crépiteraient d'étincelles, et la seule explication qu'il put imaginer fut que ces puissants champs ne devaient exister que dans des volumes extrêmement petits, plus petits même qu'un atome. À partir de cela, il eut une intuition visionnaire. Ce sont ces champs électriques intenses qui retiennent les électrons dans leur prison atomique, qui peuvent dévier les alphas si rapides. En 1909, Rutherford confia à Ernest Marsden, un jeune étudiant, la tâche de regarder si des rayons alpha n'étaient pas déviés à très grand angle.
Marsden utilisa une feuille d'or plutôt que de mica et un écran scintillant pour détecter les particules alpha diffusées. Il pouvait déplacer cet écran non seulement derrière la feuille d'or, mais aussi sur les côtés et même tout autour, jusqu'à proximité de la source radioactive elle-même. Ainsi, il pouvait détecter les alphas réfléchis à grand angle. À la surprise générale, Marsden découvrit qu'une particule sur 20 000 rebondissait directement dans la direction d'où elle venait et allait frapper l'écran quand celui-ci se trouvait près de la source. C'était un résultat incroyable. Les particules alpha, qui étaient à peine sensibles aux forces électriques les plus puissantes alors connues, pouvaient être renvoyées d'où elles venaient par une mince feuille d'or dont l'épaisseur ne dépassait pas quelques centaines d'atomes. Pas étonnant que Rutherford soit exclamé. C'était comme si vous tiriez un obus de 15 pouces sur une mince feuille de papier de soie, qu'il rebondissait et vous revenez dans la figure. Après des mois d'efforts pour comprendre ces observations, Rutherford vit enfin comment les interpréter au moyen d'un calcul très simple. La clé en fut la connaissance qu'il avait de l'énergie des alphas incidents. Il savait aussi que chaque alpha portait deux charges positives. La charge positive à l'intérieur de l'atome d'or devait repousser les alphas qui s'en approchaient, les ralentissant et les écartant de leur trajectoire. Plus les alphas s'approchaient de la charge positive de l'atome, plus ils étaient déviés, jusqu'au cas extrême où ils étaient arrêtés et renvoyés sur leurs traces. Rutherford put ainsi calculer à quelle distance de la charge positive les alphas devaient s'approcher, et le résultat le stupéfia. Dans quelques rares cas, la particule alpha s'approchait jusqu'à 1/1000 de centimètre du centre de l'atome, soit 1/10 du rayon de l'atome, avant de rebondir. Cela montrait que la charge positive était concentrée tout au centre de l'atome, laissant une image de l'atome vide de particules mais rempli de champs électriques. Onde de lumière et concept de l'éther. Les Grecs de l'Antiquité développèrent le concept d'éther pour désigner un milieu plus subtil que l'air. Depuis, d'autres découvertes ont permis d'en savoir davantage sur la notion du vide. Celle de Robert Hooke, liée au son, mais aussi celle d'Isaac Newton, ou encore l'étude réalisée par Thomas Young à propos des ondes de lumière. Au XVIIe siècle, Robert Hooke a découvert que le son ne passait pas à travers du vide. Cela se comprenait par le fait que le son n'est qu'une vibration de l'air, chose connue depuis les philosophes stoïciens de la Grèce antique. Enlevez l'air et le son disparaîtra. Cela contrastait avec la lumière et le magnétisme, car une lampe vue à travers du vide brûlait avec autant d'éclat que vue dans l'air, et des aimants mis dans le vide continuaient à exercer leurs influences réciproques. Une fois que l'air était parti, restait quelque chose d'autre qui soit capable. Une fois que l'air était parti, restait-il quelque chose d'autre qui soit capable de transmettre ses effets? Les Grecs de l'Antiquité étaient si réticents à l'idée de vide que se développa la notion d'éther, un milieu plus subtil que l'air, qui remplissait tout l'espace, même après que l'air en fut retiré. Isaac Newton croyait en l'éther, même si l'idée qu'il s'en faisait n'était pas très claire. Des idées sur l'éther prolifèrent dans les siècles suivants, jusqu'à ce qu'il soit finalement rejeté par la théorie de la relativité d'Einstein. C'est ainsi qu'apparut et disparut l'éther. Newton était un philosophe mécanicien
aussi l'idée d'une action à distance. Quant au phénomène de l'attraction électrostatique, qui est en œuvre lorsque des petits morceaux de papier sont attirés par un objet en verre qui a été frotté avec un tissu, il le décrivait comme produit par une substance éthérée qui s'écoule du verre et emporte le papier avec elle en y revenant. En 1675, il élabora sa théorie de la lumière qui incluait un éther universel. Mais cela ne le satisfaisait pas. 5 ans plus tard, il avait abandonné l'éther et émis l'idée d'attraction et de répulsion entre particules de matière. 35 ans plus tard, il publia une deuxième édition de son traité Optics dans lequel il acceptait à nouveau l'idée d'éther, mais d'un éther qui permettait l'action à distance au moyen de répulsion entre les particules qui formaient l'éther, cet éther. Au XVIIIe siècle, le mathématicien et physicien Leonhard Euler rejeta la théorie corpusculaire de la lumière de Newton et proposa son explication des phénomènes optiques sous la forme de vibrations d'un éther fluide. Tout changea au début du XIXe siècle quand le médecin anglais Thomas Young montra que la lumière est faite d'ondes. Young s'intéressait à la perception. Étudiant en médecine, il avait découvert comment la lentille de l'œil change de forme quand celui-ci se focalise sur des points à différentes distances. Il découvrit les causes de l'astigmatisme en 1801 et s'intéressa alors à la nature de la lumière. C'est ainsi qu'il découvrit les phénomènes d'interférence où de la lumière passant à travers de trous d'aiguille produit une série de bandes alternatives sombres et brillantes. C'était analogue à la façon dont des vagues se mêlent, donnant des pics là où deux crêtes coïncident et un plat là où une crête et un creux se rencontrent. De la même manière, le mélange de pics et de creux dans les ondulations de la lumière pouvait expliquer naturellement le phénomène. En tout cas, l'idée que deux éléments de lumière puissent se combiner pour donner de l'obscurité était remarquable, et cette explication à l'aide d'ondes fut admise comme preuve définitive de la nature ondulatoire de la lumière. L'intérêt pour la nature de la lumière et de l'électricité au XIXe siècle remit au goût du jour la vieille idée de l'éther comme milieu où se propagent les ondes de lumière, le rôle joué par l'air pour les sons. Cet éther de la science du XIXe siècle était supposé sans poids, transparent, sans frottement et en fait indétectable par aucun procédé physique ou chimique. Il baignait toutes choses et partout et était supposé être solide comme l'acier, mais élastique et doté de la propriété remarquable de laisser les planètes le traverser comme s'il n'était pas là. Une bonne partie de l'activité scientifique au XIXe siècle fut consacrée à essayer de détecter cette mystérieuse substance. Le concept d'éther répondait à l'énigme de la transmission de la lumière à travers le vide, mais il n'expliquait pas pourquoi la lumière changeait de comportement en passant à travers un milieu transparent, mais pas du tout vide, comme l'eau ou le verre. La vitesse de la lumière dans l'eau est plus petite que dans le vide. Certains matériaux qui sont transparents à la lumière vue directement peuvent néanmoins devenir opaques lorsque cette lumière a été réfléchie auparavant. Un phénomène exploité dans les lunettes de soleil à verre polarisant. Or, tous ces phénomènes expliquaient naturellement, si on suivait l'idée de Maxwell, que la lumière est une onde composée de champs électriques et magnétiques. L'éther était supposé être le milieu dans lequel la lumière oscillait. On présumait que l'éther était immobile dans tout l'univers et définissait ainsi le repère absolu de Newton. Vers 1887, il devenait clair que la lumière
aussi dans le sens de la propagation. L'onde électromagnétique présente cette différence que les oscillations se font à angle droit par rapport à la direction de propagation. Les lois régissant l'électromagnétisme et la lumière étaient supposées s'appliquer dans le cas idéal où l'on a affaire à un éther statique. Vide, propriété et contradiction de la lumière. Les propriétés et contradictions de la lumière ont permis d'en apprendre un peu plus sur ce qu'est le vide. Albert Einstein comprit ainsi que l'éther, cette notion datant de la Grèce antique, n'existait pas. L'expérience de Michelson et Morley montrait que la Terre ne se déplace pas de manière mesurable par rapport à l'éther. Lorentz et Fitzgerald avaient proposé que l'éther déforme l'appareil de mesure de manière à masquer exactement le mouvement, mais Albert Einstein comprit qu'il y avait une explication encore plus radicale. L'éther n'existe pas. Le fait que la vitesse de la lumière ne dépende ni de la vitesse de la source ni de celle du récepteur restait une énigme. Mais il n'est pas clair dans quelle mesure Einstein était conscient de ce résultat. En tout cas, il avait commencé à méditer sur la symétrie des phénomènes quand il y a un mouvement. S'il n'y a pas d'éther, il n'y a pas d'espace absolu, donc un mouvement absolu n'existe pas. Seul le mouvement relatif a un sens physique. Einstein savait que la lumière est un rayonnement électromagnétique dont les propriétés sont décrites par les équations de Maxwell. Il imagina comment cette radiation devrait apparaître à deux observateurs qui seraient en mouvement l'un par rapport à l'autre. Plus précisément, il fit une série d'expériences de pensée, habituellement mentionnées par le mot correspondant en allemand G-E-D-A-N-K-E-N-E-X-P-E-R-I-M-E-N-E-N-T. Voilà. Je sais pas parler allemand. Qui consiste à imaginer comment les lois de la physique s'appliquent dans une situation donnée. À l'âge de 16 ans, Einstein s'était déjà demandé à quoi cela ressemblerait de voyager sur un rayon de lumière. Si la lumière était une vibration électrique et magnétique dans l'éther, semblable aux ondes sonores vibrant dans l'air, alors l'analogie disait que, tout comme le son se propage à Mach 1 par rapport à l'air, de même la lumière se propage à 300 000 km par seconde par rapport à l'éther. Il n'y avait pas d'avion à réaction en 1901, mais si cela avait été le cas, il aurait pu en imaginer un à Mach 1 allant à la même allure que le son, volant à la même vitesse que les ondes de pression dans l'air. Si maintenant on remplace l'air par l'éther et le son par la lumière, on peut s'imaginer voyageant avec l'onde de lumière. Mais cela avait des conséquences bizarres pour peu que l'analogie avec le son soit correcte. Tout d'abord, si vous vous regardez dans un miroir, votre image aura disparu. La lumière qui vient de vous va en direction du miroir à la même vitesse que vous-même. Et donc on ne peut arriver jusqu'au miroir et encore moins y être réfléchi avant que vous n'y soyez vous-même aussi. C'était psychologiquement étrange, mais autant que je sache, il n'y a rien qui dise que l'image d'une personne est sacro-sainte au point que cela ne puisse pas être le cas. C'est quand il regarda ce que la théorie de Maxwell permettait qu'une incongruité physique apparut. Si vous poursuivez et finalement rattrapez une onde oscillante faite de champs électriques et magnétiques et que vous avancez avec celle de la vitesse c, vous percevez un champ électromagnétique qui oscillerait de part et d'autre, mais qui n'avancerait pas. Il serait au repos. Or, ce n'est pas possible dans les équations de Maxwell. Les ondes électromagnétiques doivent se déplacer à la vitesse c. Apparemment, si la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell est correcte, et tout ce que nous connaissons plaide en sa faveur, alors la situation imaginée par Einstein
se déplacer à la vitesse de la lumière est impossible. Nous ne pouvons jamais atteindre la vitesse de la lumière. Cela amena Einstein à réfléchir à la définition de la vitesse et au concept absolu et de relatif. Pour cette Gedanken Experiment, il imagina un passager d'un train regardant passer un autre train, s'inspirant d'un phénomène que nous avons tous expérimenté un jour. Vous êtes assis dans un train, arrêté dans une gare, et sur la voie d'à côté se trouve également un autre train, lui aussi momentanément à l'arrêt, mais qui se dirige dans la direction opposée à la vôtre. Impatient de partir, vous remarquez qu'enfin vous vous déplacez par rapport aux voitures du train d'à côté, mais si doucement que vous ne ressentez même pas la petite force d'accélération. Ce n'est que quand vous dépassez le dernier wagon que vous découvrez que vous êtes toujours à l'arrêt dans la gare et que c'est l'autre train qui est parti. C'est ainsi que l'on attribue à Einstein d'avoir demandé, alors qu'il prenait le train au départ de Londres lors de son séjour à Christ Church College à Oxford dans les années 1930, à quelle heure Oxford arrive-t-il à ce train? Dans ces exemples, nous retrouvons le concept de repère au repos absolu, à savoir le cadre de la gare avec le paysage qui l'entoure. Einstein soutenait que si cette expérience était faite avec deux trains qui se déplaçaient à vitesse constante dans le vide, sans un éther définissant un repère absolu au repos, alors il n'y aurait aucun moyen de déterminer lequel serait en mouvement et lequel serait à l'arrêt. Les équations de Maxwell décrivant le comportement des champs électriques et magnétiques auraient alors des implications identiques pour les deux trains, et en particulier la vitesse de la lumière se trouverait être la même dans chacun d'eux. Michelson et Morley avaient établi ce phénomène de manière expérimentale, mais on débat encore de savoir si Einstein était au courant de ce résultat ou s'il avait conclu à la constance de la vitesse de la lumière au moyen de cette expérience de pensée. À différentes occasions, Einstein affirma qu'il n'était pas au courant de cette expérience en 1905, lorsqu'il inventa sa théorie de la relativité restreinte. Pourtant, en 1952, il confia à Abraham Pais qu'il en avait eu connaissance avant 1905, à travers la lecture d'articles de Lorentz, et qu'il avait présumé que le résultat de Michelson était vrai. Quoi qu'il en soit, le phénomène est là comme un défi à notre compréhension, car il est contre-intuitif et implique que les idées de bon sens sur l'espace et le temps, telles qu'elles sont clairement exprimées et admises depuis l'époque de Newton, sont fausses. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Le dossier n'est pas terminé, j'en suis à la moitié je crois. Oui, mais bon, je commence un petit peu à avoir du mal à lire après 40 minutes, mais il est quasiment terminé. Donc si vous voulez la suite, je vous invite à regarder en barre d'infos de description. Je vous mets le lien de ma source comme d'habitude. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo ASMR.
hâte de commencer. Je vous fais de très gros bisous. Encore merci d'être là. Pour moi, ça me fait très plaisir. Je vous remercierai jamais assez du soutien que vous m'apportez. C'est très précieux. Et je vous avoue que je n'ai pas vraiment l'habitude d'avoir autant de soutien. Alors, merci du fond du cœur.